Please, please don't let them get you. Kaulezama, 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 sheshisawo. Nagama polisa somtene mama pati kaulezama. Nagama polisa somtene. Kauleza Mama, Kauleza RCA, Kauleza. C'est cette chanson que notre brillante Mariam Makeba, cette autre combattante des droits des Africains, qui s'est battue dans les années 60-70, c'est une musique qui continue à nous bercer. Surtout en ce moment où l'Afrique, le Cameroun, la RCA et le monde entier fait face à une guerre. Une guerre menée par un virus, le coronavirus. Il y a en ce moment où des milliers de personnes meurent à travers le monde. Chacun de nous, fils et filles de la RCA, fils et filles du Cameroun, devons prendre très au sérieux ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, bienvenue à Ashford, bienvenue en Angleterre, bienvenue chez moi, bienvenue en ce samedi 11 avril 2020, où nous consacrons un bout de notre temps à entretenir ceux qui nous suivent ici en Angleterre, en France, au Cameroun, en RDC, à travers le monde, sur le danger que nous apporte le coronavirus, et principalement au Cameroun et RCA, sur le danger d'une crise alimentaire. Et l'un des outils crucial à cette lutte contre la faim en RCA au Cameroun et aussi contre une crise alimentaire, c'est la tractorisation agricole. Ce qui fera aujourd'hui, c'est ce qui sera le sujet de notre soirée, voir comment nous, au Cameroun en RCA, nous pouvons mettre cet outil-là pour transformer fondamentalement l'agriculture dans notre pays. Alors, on va quand même faire un petit récapitulatif de l'échauffement des denrées alimentaires à l'échelle internationale dû au coronavirus pour que chacun de nous puisse évaluer l'impact que le coronavirus est en train d'avoir sur nous. Stop that. Alors, 2 secondes, je vais arrêter la musique. Alors, dans un tour sur l'échauffement des denrées alimentaires à travers le monde, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, nous disions que la montée, donc la peur du futur fait que les barrières du protectionnisme alimentaire s'élèvent, les pays commencent à protéger les populations par l'interdiction des exportations.
Et la semaine dernière, cette semaine qui est en train de s'écouler, on voit que la Russie, qui est le premier exportateur de graines, a quand même mis une interdiction, une restriction, une limite des exportations de graines, principalement le céréales, hein, dont les réductions sont tombées à 7 millions pour le mois d'avril et juin. On note quand même qu'un pays comme le Cameroun, qui importait 1 million, pratiquement 1 million de tonnes de céréales, importe 20%, 20 à 22% de céréales de la Russie. Nous avons aussi des pays comme la Roumanie, hein, pays membre de l'Union européenne, qui interdit aujourd'hui l'exportation du céréales hors zone de l'Union européenne. La Roumanie qui reste quand même l'un des plus grands exportateurs de céréales vers des pays comme l'Égypte. Hein, l'Égypte qui est, comme on le sait, est l'un des plus gros importateurs de céréales sur le continent africain. Et parallèlement aussi, l'Égypte qui impose une interdiction des exportations des végétaux hors de son territoire. Hein, vous voyez, nous sommes dans une chaîne d'approvisionnement. Quand on parle de chaîne, c'est des maillons. Lorsqu'un maillon bloque, ça bloque tout. Hein? Nous avons le Cambodge, qui est aussi quand même un grand exportateur de riz, qui a déclaré cette semaine qu'elle va imposer une interdiction d'exportation. Hein? Ça commence à monter. L'Ukraine, qui est une puissance en termes de production de graines, hein, qui aussi commence à mettre une restriction sur les importations de graines. Et quand on parle de graines, c'est céréales, c'est tout ce qui est. Hein. Et nous avons. Et on commence à ressentir ça un peu quand même ici au niveau de l'Angleterre, où ça fait pratiquement 3-4 jours, je cherche de la farine de blé, ben je n'en trouve pas dans les magasins. Parce qu'effectivement, il y a. Les graines qui sont disponibles aujourd'hui sont déviées dans l'industrie, hein, dans les boulangeries industrielles, au lieu de les faire, de les vendre en paquet aux clients. Hein, vous voyez, on commence déjà, c'est des stratégies qui se mettent en place. Les États-Unis, aujourd'hui, on sait, est frappé en plein fouet par le coronavirus. Ça va impacter la machine agricole là-bas. Hein, et il y a quand même besoin ici d'indiquer que pour nous, ce qui se passe aux États-Unis, pour l'Afrique, ce qui se passe aux États-Unis est édifiant. Sur 10 Américains, il y en a un qui est noir. Mais aujourd'hui, sur 2 Américains qui décèdent à cause du coronavirus, il y a un qui est noir. Donc la moitié des Américains qui meurent aujourd'hui à cause du coronavirus sont des Noirs. Et ceci est lié à la promiscuité, les conditions de vie. Ce qui est par là ce que nous vivons en Afrique. Voilà pourquoi il est très important qu'on prenne ça en perspective. Alors c'était un peu un parcours de l'univers en ce qui concerne l'échauffement des prix des denrées alimentaires. Et on note quand même cette semaine, hein, il y a un mouvement significatif que il y a 2-3 semaines, pendant que les prix des denrées alimentaires, dont du riz, des denrées importées au Cameroun et RCA augmentaient, dans les pays exportateurs, il n'y avait pas une augmentation des prix. Mais cette semaine, on commence à noter une légère augmentation des prix dans les pays exportateurs, de l'ordre de 10%. Ça, c'est significatif. Ça signifie que chez nous, dans bientôt, les prix vont passer à une vitesse de croisière. Mais voilà, c'était le tour d'horizon. Nous allons attaquer en plein bloc la question de la tractorisation agricole au Cameroun en RCA.
pourquoi il est nécessaire de le faire. Et je veux le faire à travers des exemples. En prenant par exemple le cas des États-Unis, le cas d'un pays comme la Tanzanie, hein, un pays africain, où la tractorisation est quand même mise en marche, et nous parlons aussi du cas du Cameroun et de la RCA. Comme ça nous permettait de mettre les choses sur la balance et de comprendre pourquoi l'effet de la tractorisation agricole. Alors, on prend par exemple les pays comme les États-Unis. Les tracteurs ont commencé à apparaître aux États-Unis fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais le vrai boom de la tractorisation agricole aux États-Unis a commencé à apparaître dans les années 30. Il est quand même nécessaire de rappeler ici que au début du XXe siècle, donc dans les années 1910, un tiers des 90 millions d'habitants des Américains vivaient en campagne, c'était des agriculteurs. Un tiers. En 1950, donc 40 ans plus tard, il n'y avait que 10% de la population qui était des fermiers. Aujourd'hui, nous sommes dans les années 2010-2015, il n'y a que 2% de la population qui sont des fermiers. Et tout ceci, c'est à cause de quoi? C'est parce que la machine a remplacé les humains. Et on dit aussi que entre 2010 et 2040, il y avait autour de 6 à 7 millions de champs. C'était généralement des champs de petite taille, hein, autour de 5-10 hectares, parce que c'était pas assez mécanisé. En 2050, en 1950, nous sommes passés autour de 5 millions. Et autour de 2010, nous sommes à 2 millions de champs. Ça nous donne une courbe pareille. Je vais vous montrer sous forme d'évolution. Alors, vous avez ça. On va faire un tableau à une échelle. Donc, nous sommes ici 1910, 1950 et 2010. Alors, si ici on prend nombre de champs, hein, pour comprendre un peu comment ça a évolué, ici on dira c'est la taille moyenne des champs. Ici c'est en millions, hein. Donc on va de 1,5 million à, disons, 7 millions. Alors, donc au début, hein, des années 1900, nous sommes passés donc comme ça, et là. Donc c'est une courbe qui fait ça. En termes de nombre de champs, donc en début du siècle, entre 1910, il y a une flambée de la demande alimentaire avec la première guerre et la deuxième guerre. Donc vous avez cette montée en puissance. Sauf que à partir d'ici, il y a un déclin. 1950. Dans les années 1930, il y a donc l'arrivée des premiers tracteurs diesel. OK? Et l'impact a commencé à se faire sentir donc dans les années 50. Et donc du coup, le nombre des champs a chuté.
pour se retrouver aujourd'hui autour de 2 millions de champs, passant de 5-6 millions. Tout ça, effectivement, c'est dû à l'effet de l'arrivée des tracteurs dans les campagnes. Et parallèlement aussi, en termes de la taille moyenne des champs, nous sommes passés, bon, ici c'est 5 hectares, en début du siècle, où la moyenne des champs tournait autour de 5 hectares, hein, à aujourd'hui, où nous sommes à quasiment 170 hectares. C'est-à-dire que la taille moyenne des champs aux États-Unis fait 170 hectares. Pas. Alors que chez nous, au Cameroun, en RCA, depuis les années 60, la taille moyenne des champs reste autour de 1 hectare. Aux États-Unis, ils sont à 170 hectares. Au Cameroun, nous sommes à 1 hectare. Pendant ce temps, hein, au Cameroun, nous avons donc une flambée, une montée de la démographie, hein, et aussi une montée de la demande alimentaire. Mais la taille moyenne de nos champs est restée à 1 hectare. Tout ceci parce que effectivement, notre agriculture est restée rudimentaire. Voilà. Ici, ça demande donc comment est-ce que l'arrivée des tracteurs aux États-Unis a fait monter en puissance les rendements. Et d'ailleurs, les statistiques disent que entre 1930 dans les années 2000, la production agricole a été multipliée par 4. Elle a quadruplé. Certes, les tracteurs à eux seuls n'étaient pas la cause. Les tracteurs ont peut-être contribué à 30-40%. Parce qu'effectivement, il y a eu l'arrivée au même moment des engrais, des semences améliorées. Hein, les pratiques ont été améliorées, hein, les pratiques agricoles. Mais les tracteurs à eux seuls ont dû contribuer à 30-40%. Surtout en ce qui concerne l'expansion des domaines agricoles. Passer de 5 hectares de terre de champs moyens à 170 hectares, ce n'est pas l'effet des semences, ce n'est pas l'effet des herbicides, mais des pesticides. Ça, c'est purement l'expansion des champs à travers la mécanisation. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on trouve des champs qui vont 500 000 hectares où vous avez 2 ou 3 personnes, hein, qui pilotent, qui gèrent tout un champ de 500 hectares, de 1000 hectares, grâce à la mécanisation, grâce à la tractorisation. Et j'aimerais quand même faire soulever l'amalgame entre, quand on parle de tractorisation, c'est purement l'utilisation des tracteurs pour réduire la pénibilité et l'expansion des champs. On ne doit pas faire l'amalgame avec l'intensification de l'agriculture qui consiste effectivement à doper, hein, tout ce qui est non seulement les tracteurs, mais l'apport des intrants. Ok? Alors, aux États-Unis, hein, les nombres de tracteurs, on ne les compte pas, c'est en milliers. Si on revient sur le continent africain, on prend par exemple un pays comme la Tanzanie, okay, qui est quand même l'un des 10 grandes puissances économiques en Afrique. Population qui tourne autour de 60 millions,
avec un produit national brut de près de 60 milliards de dollars. On va changer ici. Alors, nous avons dans la Tanzanie, c'est des exemples que je prends, hein. 60 milliards de dollars. L'agriculture ici contribue à l'échelle de 30% du produit national brut. Alors, il y a une ou deux décennies, la Tanzanie a introduit dans son programme agricole une politique agressive d'importation de tracteurs et permettait aux paysans, hein, d'acheter des tracteurs avec un apport de 25% du prix. Après, il y avait une suivi des banques et tout ça qui se mettait derrière. Aujourd'hui, en Tanzanie, la densité moyenne des tracteurs est autour de 45 tracteurs aux 100 km carrés de terre arable. Ok? Très important de retenir ça. On va au Cameroun. Avec un produit national brut qui tourne autour de 35 milliards de dollars. Et l'agriculture contribue entre 45 et 50%, hein, du produit national brut. Alors au Cameroun, il n'y a pas eu cette politique d'importation de tracteurs. C'est-à-dire que la politique agricole n'y pèse pas très favorable. Dans ce pays, hein, au Cameroun par exemple, la densité des tracteurs tourne autour de 2 tracteurs aux 100 km² de terre arable. Ce qui, lorsqu'on fait une exportation, elle vaut quasiment 0 tracteur aux 100 km². Hein? 2 tracteurs aux 100 km arabes, c'est moins de 0 tracteur aux 100 km². Donc, vous pourriez partir quasiment de Kousséri, donc qui est ici, hein, traverser tout le Cameroun, ça qui fait des milliers de kilomètres, arriver là, vous n'avez aucune chance de voir un tracteur. En Tanzanie, vous rouliez à peine 10-15 km, vous allez voir soit un tracteur en route, soit un tracteur en pleine activité, ou alors un tracteur garé en bout de chemin. Et je rappelle quand même ici que les 2 tracteurs que nous voyons ici sont principalement les tracteurs qu'on trouve dans les grosses sociétés agricoles. Par exemple, la Semri, hein, Ayagua, la Camsuco, Sosucam, les sociétés agricoles, la CDC dans les zones anglophones, c'est purement les grosses sociétés agricoles où on trouve les tracteurs. Le nombre de tracteurs chez les particuliers est presque quasi nul. Quasi nul. Ok? En RCA, c'est beaucoup plus catastrophique. Hein? En RCA, si on ne compte pas les tracteurs dont détient la société Osaka et Palme d'Or, hein, la société qui fait
du maïs, la savonnerie et le palmier à huile, si on ne compte pas le nombre de tracteurs qu'ils ont, si on ne compte pas aussi le nombre de tracteurs dont détient la société sucrière de la RCA, si on ne compte pas, bon, peut-être Osaka doit avoir 5, 6, 7 tracteurs, la société sucrière, j'en sais pas, mais je pense quand même qu'une dizaine, quinzaine, hein, c'est quand même, ils font autour de 100 000 hectares de canne à sucre. Donc c'est quand même conséquent. Donc si on enlève dans le décompte ces deux sociétés, dans toute la République de la RCA, on ne trouvera pas, ça je pense, hein, d'après ce que je pense, 10 tracteurs opérationnels. 10. Si on enlève, je répète encore, si on enlève le nombre de tracteurs dont détient la société Osaka, si on enlève le nombre de tracteurs dont détient la société sucrière, il est très difficile de trouver 10 tracteurs opérationnels aujourd'hui en RCA. Et quand même si on les trouve, c'est des tracteurs qui font moins de 100 chevaux. Alors ce qui est particulier quand même, c'est que la RCA, hein, est le pays le plus affamé du monde, très bas sur l'échiquier du Global Index, Hunger Index. C'est un pays qui aujourd'hui a reçu les 10 dernières années des centaines de milliards de francs CFA, des centaines et des centaines de milliards CFA dévoués à l'agriculture, qui sont gérés soit par les ONG ou tout le reste. C'est quand même édifiant. Et aussi au Cameroun, hein, où qui souffre aussi de la famine. Et donc, effectivement, l'apport en machine, l'apport de la mécanique est quasiment nul. Lorsque nous restons encore dans le processus de 1 hectare, alors on revient par ici pour comprendre. Ça, c'est une fourchette de la taille des tracteurs et qu'est-ce qu'elle, en termes d'apport financier, qu'est-ce qu'elle signifie. Lorsque nous sommes dans des domaines de 1 hectare, même si vous faites une agriculture pendant 100 ans et que vous restez sur 1 hectare, vous êtes dans le domaine de la famine. Vous ne sortirez jamais de la famine. Et cette agriculture que nous, aujourd'hui, nous faisons au Cameroun et en RCA, vu l'apport très non significatif de la mécanique dans le secteur agricole. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Il y a beaucoup de causes. Hein. Il y a d'abord l'héritage colonial. Vous savez, la colonisation a développé ce qui était les secteurs d'activité qui étaient propices à la métropole. La colonisation a apporté les écoles, les hôpitaux, ils ont fait des routes. Mais en ce qui concerne l'agriculture, il y a eu un vrai coup de frein. La colonisation a favorisé les cultures de rente, donc principalement le café, le cacao, palmier à huile, l'EVA, la banane et le coton. Ces cultures-là, autres que le coton, nécessitaient très peu l'apport de la présence des tracteurs. On avait peut-être besoin de bulldozers pour terrasser des surfaces, des grandes surfaces, pour couper les arbres, et après,
on s'émet les arbustiers, qui sont des cultures, quand même, sont des plantes pérennes. Donc, une fois que vous le mettez, ça, ils vont rester 10, 15, 20 ans avant que vous puissiez les remplacer. Donc, il n'y avait pas une nécessité réelle d'avoir des tracteurs. Par contre, dans l'agriculture céréalière, pour produire l'arachide, le maïs, le haricot, ça, il faut effectivement des tracteurs. Mais comme ce n'était pas des cultures d'exportation, ben ça a été laissé effectivement aux paysans. Hein. Et aussi, voilà pourquoi le coton aussi a pris un coup, parce que dans les zones du Nord Cameroun, qui est pratiquement des zones céréalières, c'est dans ces zones-là qu'on cultive le coton. Et comme c'était pas dans la philosophie des colons de développer des zones céréalières, ben donc du coup le coton est tombé dans la même pomme, dans le même créneau. Nous avons aussi le manque de stimulus des gouvernements, la politique agricole au Cameroun en RCA n'a pas ce stimulus, ce package mis en place pour inciter les uns et les autres dans l'importation, par exemple, des tracteurs. Le fait aussi que la perception agricole dans ces deux pays, on voit que les paysans, tous ceux qui font de l'agriculture, ben c'est des pauvres. Chez nous, on pense que pour réussir, il faut devenir fonctionnaire. Donc c'est un secteur moralement délaissé. Le fait aussi que dans ce pays-là, il n'y a pas de banque agricole. Vous êtes dans un pays comme la Tanzanie, il y a une banque agricole en Tanzanie. Chez nous, il n'y en a pas de banque agricole. Ou bien une institution financière agricole qui prête, qui fait des emprunts pour acheter des tracteurs. Donc, tout ceci donc mis en place freine l'arrivée des tracteurs dans le domaine agricole. Et lorsque vous êtes dans la limite d'1 hectare, nous sommes dans la famine, nous sommes dans la situation où la RCA aujourd'hui, où ça fait plus de 2-3 décennies, le pays est quand même en trouble. Et vous savez, là où il y a la faim, il y a la famine, il y a l'insécurité. C'est un couple. On ne peut pas dissocier la famine de l'insécurité. Ils vont ensemble. Voilà, ça explique en partie pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et tant que nous ne serons pas sortis de là, c'est très difficile que notre pays en RCA, et même le Cameroun, qui est peut-être beaucoup plus ici, sortent de la tourmente dont ces deux pays font face aujourd'hui. Alors, comment est-ce que donc on peut changer la donne? Puisque le statu quo dont nous faisons face aujourd'hui fait que les tracteurs n'arriveront pas, ou bien les tracteurs arriveront à compte-gouttes. Et sachant que entre l'offre et la demande, donc la demande agricole elle est croissante aujourd'hui, l'offre agricole est décroissante. Hein? Vous voyez, vous allez dans les villages aujourd'hui, les jeunes préfèrent aller dans les villes à cause de l'exode rural. Les parents deviennent de plus en plus vieux et fatigués. Donc ils vont travailler de moins en moins les terres. Pendant ce temps, on connaît un boom démographique. Alors, cette différence entre ces deux ne peut pas être remplie
par par l'apport de la production manuelle. Il faut nécessairement et essentiellement l'arrivée des tracteurs dans l'équation. Pour essayer d'apporter une balance entre l'offre qui aujourd'hui est en phase de décroissance et la demande qui est en phase de croissance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos importations alimentaires se chiffrent en centaines de milliards de francs CFA. Grosso modo, dans un pays comme le Cameroun, les importations tournent autour de 700, 800. Ça, c'est les chiffres officiels. Officieusement, nous sommes au-delà de 1000 milliards. Parce qu'il y a des conteneurs qui arrivent en alimentaire qui ne sont pas enregistrés. Sans compter l'apport très important des denrées qui viennent du Nigeria. Hein? Le Nigeria pompe quantité considérable de denrées alimentaires vers le Cameroun. Moi, j'ai fait une partie de ma vie dans le nord Cameroun, donc principalement à Figuil. Et ma famille en a passé près de 50 ans. Hein. Donc, et Dieu sait que j'y ai quand même circulé dans une très partie de cette partie du Cameroun. Et ici, en termes de produits alimentaires qui viennent du Nigeria, c'est considérable. Et tout ça, c'est pas répertorié, c'est pas énuméré hein, lorsqu'on donne des chiffres. C'est des milliards. Alors, comment donc on va casser la donne? Et c'est ce qui nous interroge aujourd'hui. Comment on fait pour mettre fin à la saignée? Car l'heure est grave. Et l'heure est très grave. Et l'arrivée du coronavirus nous met ce challenge-là en face. Comment on fait? Alors, sur ce tableau, j'ai mis l'union. L'union. Acheter un tracteur, ça coûte beaucoup d'argent. Peut-être même pas beaucoup. Nous devons repartir sur le principe. Et c'est ça qui dit que 10% des 1000 est plus mieux que 100% de 100. Alors je donne un exemple. Comment est-ce qu'on applique ce processus pour acquérir des tracteurs et le mettre au service de la relance agricole en RCA au Cameroun. On prend deux exemples. Je les mets toujours dans ma ville, hein. C'est la ville de Figuil. En passant, je salue tous mes frères du Grand Nord, pour Bagao, ceux qui aujourd'hui sont en train de lancer un mouvement agricole. Hein. Si vous allez sur le net, vous allez voir Figuil Agro. C'est des jeunes qui sont en train de s'organiser autour d'un projet agricole pour lancer la relance agricole dans cette zone du Cameroun. Alors, si on va prendre une ville comme Figuil, et quand on lance une campagne, par exemple, pour la mobilisation des sous, pour lancer un projet agricole, et qu'on puisse se trouver 100 personnes, non, 200 personnes, qui cotisent 150 000 francs CFA. Je pense que ça nous donne 45 000. 45 000,
Ça donne quoi? 30 000, ça donne 30 millions. Donc nous sommes autour de 40 000, 45 000 euros. Ok? Donc, 200 personnes qui mettent chacun 150 000 francs CFA. Ça nous donne 30 millions de francs CFA. Donc autour de 42 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les 42 000 euros? On achète un très bon tracteur. On peut acheter un Massey Ferguson, un Ford, 4 roues motrices. Ici, aujourd'hui, l'Europe reste quand même une véritable cimetière des tracteurs à très bon marché. Des tracteurs de renom. Donc, on peut prendre un très bon tracteur à 10 000. 10 000 euros. Ok? Nous avons un budget de 45 000 euros. On y va. On achète une charrue à 5 corps. Hein? Disons 1500 euros. Ah, c'est un tracteur qui va faire, disons, 100 chevaux. Hein? Ok? Donc c'est quand même, c'est considérable. On met une charrue de 5 corps. Ok? On achète aussi un semoir qui va avec 1500 euros. Ok, ça c'est le semoir. Le transport jusqu'à Douala, il faut compter pour 1500 euros. Ça c'est le fret. Et le transport de Douala à Figuil, hein, de là, ça arrive là, puis de là, on compte aussi autour de 1500 euros. Ça, c'est le transport. Donc, nous sommes quasiment à 16 000 euros. Ok? 16 000 euros, tracteur de 100 chevaux, avec un outil très bon gabarit. Et on démarre la saison avec ce matériel-là, en début de saison pluvieuse, vous êtes capable de faire 50 hectares de maïs, 50 hectares d'arachide. Ça, c'est en saison pluvieuse. En contre-saison, hein, on peut faire 20 hectares de sorgho. Il faut dire quand même que le sorgho était recherché aussi au Cameroun. Vous avez par exemple une société comme les Guinness Cameroun qui a lancé une campagne quand même d'achat de sorgho. Donc nous avons déjà un acheteur. Tout ce qui reste, c'est de produire. Donc 20 hectares de sorgho et aussi, disons, 30 hectares du vivrier, hein, du maraîcher. Disons, les oignons. Alors, pour un tracteur de 100 chevaux, ça c'est même, vous avez quoi, 150 hectares, c'est même pas le déjeuner. Hein. C'est-à-dire que le moteur n'a même pas encore chauffé pour ce tracteur-là. 150 hectares, pour moi c'est quelqu'un, c'est de la paresse. Entre-temps aussi, ces tracteurs-là peuvent être mis en location, hein, pour aider nos parents, les permettre de passer de 1 hectare à 2 ou 3. Donc on peut faire de la location par exemple. Ou on peut louer le tracteur à 30, 40 000 hectares, hein, pour permettre à tout le monde. Alors, lorsque vous faites les calculs ici, nous sommes quasiment en termes de revenus, hein, nous sommes très loin au-dessus des 50-60 millions de revenus par an, la première année. Alors, qu'est-ce qu'on fait en deuxième année? En deuxième année, avec, disons, 50 millions de francs CFA, on rachète un deuxième tracteur. Et cette fois-ci,
Donc, l'année 2, on a donc 2 tracteurs de 100 chevaux avec les outils appropriés. Et dans ce cas ici, on passe à minimum 300 hectares. Ça devient une machine à sous. Nous tournons ici avec un chiffre d'affaires qui tourne au-delà de 200, 300, 400 millions de francs CFA. Pour un investissement où au départ, les gens ont mis 150 000 francs CFA. Alors imaginez-vous qu'il y ait une croissance chaque année d'un tracteur. En 10 ans, vous avez minimum 10 tracteurs. Et là, on parle des milliards en chiffre d'affaires. C'est les revenus qui viendront des opérations agricoles de cette activité vont être très supérieurs à ce que beaucoup de ceux qui ont cotisé au départ pourront économiser chaque année. Et ça, c'est très significatif. La plupart de ceux qui sont ici seront par exemple des fonctionnaires. Et Dieu seul sait combien un fonctionnaire peut économiser par mois, ou bien par an au Cameroun, ou bien en RCA. S'ils ont pu économiser 500 000 francs CFA par mois, c'est que c'est des gens qui gagnent des grosses sommes d'argent. Alors, vous voyez comment on peut passer avec des investissements très peu individuels de l'ordre de 150 000 francs CFA par cotisant à des chiffres d'affaires qui s'élèvent à des milliards. On va prendre un exemple du côté de la RCA. Ok? Où cette fois-ci, ce n'est pas des locaux. On prend par exemple la diaspora centrafricaine. Alors, si on s'arrête juste à la diaspora centrafricaine qui vit en France, il y en a quand même quelques milliers. Ok? Donc, on s'est dit que 100 personnes qui viennent par exemple d'une région de la RCA, on va dire par exemple nos amis de la Lobaye, hein? La Lobaye. Donc 100 ressortissants de la Lobaye qui vivent dans la diaspora centrafricaine décident de mettre chacun 500 € dans le projet agricole. Donc nous avons donc 100 qui mettent chacun 500 €, ça nous donne 50 000 €. Non, c'est non, on va dire 200. Ouais, 100. Ok? Et on refait la même chose ici. Avec 50 000 €, on achète un bon tracteur Massey Ferguson, John Deere, une Ford, hein? Un très bon tracteur de deuxième main à 10 000 €. En plus, dans les outils, une charrue à 5 corps à 1 500 €. Une semoire, bon, non, on ne met pas de semoir, on reste dans la charrue à 5 corps. Et puis le transport, le fret. Ça c'est la charrue. Nous sommes le fret. Et le transport jusqu'à Bangui, faisons 2 000 €.
Donc nous sommes à 15 000. Alors, avec ce tracteur de 15 000, ce tracteur dont le coût total nous reviendra autour de 15 000, 16 000, 17 000 avec tout ce qu'il y a comme péparas administrative. Il faut prendre ça en considération. Et tracasseries administratives, on dira comme ça. Vous arrivez avec, disons, 15 000, 17 000. Donc, il vous restera donc, autour de 33 000 euros. Et en RCA, donc, avec ça, vous vous lancez dans la culture du manioc. Le manioc reste, c'est la denrée numéro 1 en RCA. C'est la denrée la plus recherchée. Et c'est la denrée aujourd'hui qui s'est fait très rare. Il y a 20 ans, 30 ans, dans ce pays, on faisait autour de 600 000 tonnes, 500 000 tonnes, 700 000 tonnes de manioc par an. Aujourd'hui, on fait quasiment 200 000, 200 000, 300 000. Le coût d'une cuvette de manioc à Bangui tourne autour de 4 000, 5 000 francs CFA. Sachant qu'une famille centrafricaine de 5 personnes, le mari, la femme et 3 enfants, vous consomme en temps normal 2 cuvettes par semaine. Si c'est disponible. Et effectivement, donc, comme ils ne peuvent pas le faire, c'est à peine si les gens peuvent consommer une cuvette. C'est quand même 4 bien 5 000 francs CFA. Donc, en un mois, il faut compter pour 20 25 000 francs CFA dans un pays où le salaire moyen tourne autour de 20 000, 30 000. Vous comprenez le challenge alimentaire dont fait face la RCA. Voilà pourquoi nous sommes en rouge ici. Ok? Donc, pour apporter donc, un apport à la carence criade du manioc, donc, ce projet-là se lance à la production du manioc en RCA. On lance une culture de 200 hectares. Pour un tracteur de 100 chevaux, c'est pas de la lévatine à boire. Très facile. Sachant qu'un tracteur de 100 chevaux, il peut vous faire quasiment 4 à 5 hectares par jour. De labour. Donc, 200 hectares, c'est... on parle ici de quoi? Une semaine de travail? Maxi. Une semaine et demie. Ok? Donc, 200 hectares de manioc sur lequel on met 10 000 plantes de manioc par hectare. Retenez très bien ça. 200 hectares de manioc sur lequel on met 10 000 hectares, 10 000 plantes par hectare. Si chaque plante vous génère 200 francs CFA, ça nous fait 2 millions CFA par hectare. Vous multipliez par 200. Ça fait, je pense, 400 millions. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? La magie du chiffre. Ça, c'est très faisable en RCA. Très faisable. La différence de la mécanisation agricole. Si chacun des 100 personnes va investir individuellement en faisant 1 hectare ou bien 2 hectares, vous avez toutes les chances d'échouer.
toutes les chances. Les conditions sont faites de manière à ce que si vous restez en France, vous faites une agriculture manuelle en RCA, vous avez toutes les chances d'échouer. Parce qu'il faudra aller en RCA au moins deux fois par an. Ce qui est comme transport, ça coûte. Le fait que vous ne soyez pas sur place, vous avez toutes les chances, si vous allez de manière individuelle, où chacun va aller faire 2-3 hectares, il y a de fortes chances que ce soit un échec. Toutes les chances. Par contre, si vous allez de manière groupée, à travers un budget commun, une structure en place, mais voilà ce que ça génère. Première année, vous êtes donc à ce chiffre. Deuxième année, vous achetez. À la deuxième année, cette fois-ci, vous n'achetez pas 1 hectare, vous n'achetez pas un tracteur, mais vous achetez 3 tracteurs. Parce que, effectivement, vous avez de l'argent. Hein. Le 100 chez vous. Alors, si un tracteur vous fait ça, 400 millions, le tracteur vous fait comme nous sommes en train d'approcher le milliard et plus. Vous voyez comment ça va très vite. Et donc, du coup, ça met en challenge même votre présence ici en France. Parce que lorsque vous générez déjà des montants aussi faramineux, ils sont très peu ici, la diaspora africaine même en général, qui ont un revenu de 50 000 euros par an. Infiniment très petit. Infiniment très peu qui ont ce salaire-là. Or, on voit là que déjà, avec quasiment 20 hectares, on est très loin des revenus qui vont au-delà de 50 hectares, de 50 000 euros. Individuellement, on ne peut pas le faire, mais à travers l'union, il est possible donc d'acquérir des tracteurs et les gains avec la transition exponentielle, ça devient exponentiel. Ça, les autres pays l'ont compris, les pays développés l'ont compris, les pays d'Asie, la Thaïlande, l'Indonésie, tous ces pays-là, la Chine, l'Inde, hein, je note quand même que l'Inde, aujourd'hui, le pays qui produit plus de tracteurs, hein, la marque Mahindra. En termes de volume, c'est la marque la plus vendue dans le monde. Et quasiment chaque pays, non seulement ces pays-là sont importateurs, mais chaque pays quasiment est même producteur de ses propres tracteurs. Dans chaque pays développé, ils produisent eux-mêmes les tracteurs. Parce qu'ils ont compris l'importance. L'écart entre l'avancée agricole dans les pays développés et l'Afrique en général, nous sommes autour de, il y a au moins 150 années de retard. Cependant, on peut réduire cet écart-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller commencer à construire ou bien à concevoir des tracteurs. On peut juste aller acheter des tracteurs, et une place où on peut acheter beaucoup de tracteurs à bas prix, et de très bons tracteurs, ben c'est l'Europe. Et on peut le faire à travers l'union. Pour passer donc d'une agriculture d'1 hectare qui va que générer
la famine, même pendant 100 ans, à une agriculture qui va au-delà de 5 hectares, donc hein, toute agriculture faite en dessous de 5 hectares, où principalement vous tirez vos revenus de cette agriculture-là, vous restez dans cette zone. Hein. Et tout ce qui monte donc à partir de 5, 6 hectares, où effectivement vous avez besoin nécessairement d'un tracteur, on va vers la richesse. Donc plus on monte ici, plus on génère d'argent. Et effectivement, on met avec dans la richesse, la paix vient. Ça c'est une équation soudée, blindée. Voilà donc pourquoi il est nécessaire pour nous, au Cameroun et en RCA, et même en Afrique. Et un point que je veux quand même souligner, c'est que, et c'est là où le coronavirus va donner un coup d'accélérateur à la relance agricole en Afrique, c'est le fait que, ben, je dis quand même que ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur la page. Après le live, je vous répondrai, ou bien à tout moment, hein, poser des questions. Dans des lives ultérieurs, nous aurons des sessions où ça va être des sessions questions-réponses. Mais comme ici, nous sommes beaucoup plus dans l'information, dans le processus de mettre en place l'éclairage, de vous éclairer sur la nécessité de l'acquisition des tracteurs, bien mettre en place les tracteurs au service de l'agriculture dans notre pays. Il m'est très difficile de répondre sur le live aux questions. Alors, l'impact du coronavirus sur la relance agricole. Pour ceux qui savent ou ne savent pas, c'est que 2050 est là. Nous sommes en 2020. Et c'est le sujet qui fait polémique aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est que la population de l'Afrique, excusez-moi, va doubler. Et même plus. Dans les 30 prochaines années. Alors, à l'allure où l'agriculture en Afrique se développe à cette vitesse-là, hein, vitesse quasi de 1 hectare, il prendra en Afrique jusqu'à dans les années 2040, 2050, pour que l'Afrique pour que l'Afrique puisse s'apercevoir qu'elle doit faire quelque chose pour son agriculture. Donc d'ici quasiment 20 ans. Or, le coronavirus va nous mettre à nu. L'impact va se faire ressentir. Les populations vont souffrir. Nos économies vont souffrir. On va se rendre compte que on ne pourra plus prendre nos milliards au Cameroun, nos milliards en RCA, les milliards en Afrique, pour aller doper le développement rural en Thaïlande, en Chine, en Inde et dans les pays de l'Asie. On ne pourra plus dépendre agricolement de ces pays-là, puisque la réalité va nous frapper en face. Il y aura ce réveil agricole, et donc du coup, ce calendrier-là va rebasculer par ici, parce que là, on va se réveiller, les productions
vont commencer à se mettre en place. Et donc, du coup, à partir de là, dans 10 ans, les productions vont doubler et l'Afrique va se mettre sur le chemin pour devenir un véritable grenier agricole pour le reste du monde. Les capacités de production dans le reste du monde est quasiment atteint. Ces pays-là, les pays hors de zone Afrique, apporteront très peu dans la demande alimentaire de 2050, là où il y aura 10 milliards, quasi 10 milliards d'habitants. C'est l'Afrique qui apportera le lot de la différence alimentaire sur la balance de la demande. Et ça ne se fera pas à travers la culture d'un hectare. Ça va se faire essentiellement par l'arrivée des tracteurs. Et il est temps que cette conscience se mette en place chez nous, en RCA et au Cameroun. Il est temps que nos gouvernements s'ouvrent, mettent autour de la table les filles et les fils de ce pays, pour qu'ensemble, nous puissions dérouler le tapis d'une révolution agricole. Et je disais tout à l'heure que les États-Unis sont en train de sentir le fouet du coronavirus, principalement les Nord-Américains, où ces 2 Américains qui meurent, qui décèdent, c'est un Noir. Il y a un Noir. Et si on extrapole ces données-là vers l'Afrique, vers le Cameroun et vers la RCA, c'est de tout mon souhait qu'effectivement ce ne soit pas le cas. Mais notre promiscuité, la famine déjà rampante dont fait face ces 2 pays, fera que les conséquences seront astronomiques si jamais on y arrive à ce degré de contamination. Écoutez, c'était donc cette démonstration de pourquoi nous avons nécessairement besoin de l'apport des tracteurs pour réduire le gap entre la demande, entre l'offre agricole aujourd'hui et la demande. Ça devient crucial. On ne peut plus le faire avec le daba, on ne peut plus le faire avec la main. Alors, c'était donc mon apport à la tractorisation aujourd'hui. On peut en parler pendant des semaines sur tout ce qui est comme tracteur. Effectivement, le temps nous est imparti. La semaine prochaine, on recommence. On va sur notre débat, cette fois-ci avec au sujet le développement agricole, le développement de la production du manioc dans un pays comme la RCA et au Cameroun. Là maintenant, on passe de la tradition, on passe maintenant dans les sensibles qui pourront faire de nous, de ces pays-là, des pays suffisamment, qui sont alimentairement suffisants. D'ici là, portez-vous très bien, sur la position de celui qui est là-haut. Portez des masques, principalement au Cameroun et en RCA, quand vous sortez. Très essentiel que vous portez des masques. Et suivez les conseils de nos gouvernements et de l'Organisation mondiale de la santé. Lavez-vous les mains. Évitez, autant que possible, d'aller vers les zones rurales, dans les villages, de peur de transporter le virus de la ville vers les villages, qui aura aussi des conséquences catastrophiques, car c'est vers les villages que partiront les denrées qui pourront supporter les villes. Il est nécessaire que nos parents soient protégés. D'ici là, portez-vous très bien. Restez confinés pour ceux qui sont en Europe. Prenez votre mal à patience.
passer de très bons moments en famille. Et d'ici là, je vous dis bye bye. En vous laissant écouter la suite de cette musique mélancolique de Mariam Makeba, qui crée quand même à des lanceurs, à des activistes comme moi, qui nous donnent de l'énergie pour continuer. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.